maintenant, 2 personnes. Vous avez remarqué qu'on a proscrit toutes les tables rondes de 5-6 personnes. Vous savez, les trucs où on n'entend rien et personne ne dit rien. Donc là, c'est un petit peu plus intense et plus focus. Et je vais donc appeler Laurent Dechaud, qui dirige Sage. Non, Pierre-Noël Luigi, qui dirige Oscaro. Excuse-moi, j'ai interverti avec les séquences d'après. Sous vos applaudissements, et notre ami Monsieur Femme, Jean-Pascal, de Terawatt. Bonjour à tous. Il faut le pardonner là. Un grand bravo à Denis qui est en hypoglycémie là. C'est bientôt l'heure du lunch. Oui, je crois que je suis un peu en hypoglycémie. Bon, je suis content de vous avoir tous les deux. D'abord grâce à votre chevelure épaisse qui va nous réconcilier avec les coiffures afro. Et je vous offre un petit moment de bonheur. Vous pouvez vous asseoir et on va avoir cette conversation. Mais c'est surtout vous qui allez parler tous les deux et on va parler d'énergie. Bon, puisqu'on parlait d'hypoglycémie, on va parler un peu d'énergie. Merci Fred. Alors, juste Terawatt. Qu'est-ce que c'est Terawatt ? Alors, Terawatt n'est pas une entreprise. Oui. Terawatt est une ONG. Terawatt est une ONG que nous avons fondée en 2015. À l'occasion de la COP21, et 2015, c'est une année importante. C'est l'année où les Nations Unies, les gouvernements membres des Nations Unies ont arrêté essentiellement 2 choses importantes. Les objectifs de développement durable en septembre et les accords de Paris en décembre. Et en tant qu'industriel, puisque c'était le background, on s'est posé la question de savoir ce que ça voulait dire, et notamment dans le monde de l'énergie. Et on s'est rendu compte assez vite, en faisant des petits calculs, que les montants d'investissement, les quantités d'actifs à créer, etc., étaient tellement importantes dans un délai tellement court que si on continuait à faire les choses de la manière dont on les faisait, on n'y arriverait jamais. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera pas. La transition en l'état n'est pas possible si on ne change pas la façon dont on fait les choses. Et donc l'association s'est créée pour répondre à cette question, comment on fait les choses, comment on transforme le système économique pour pouvoir délivrer sur ces objectifs qui sont très clairs, très ambitieux et vitaux. Et Terawatt, un de ses gros soutiens, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, et donc notre amie Isabelle Cocher, d'Engie, qui est là. Absolument. Alors il se trouve que j'ai quand même un passé d'entrepreneur, puisque je suis l'un des cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Solaire Direct, enfin qui s'appelait Solaire Direct, bien sûr. Et qui a été acquise par Engie en 2015. Et c'est à cette occasion-là qu'on a une très belle rencontre avec Isabelle Cocher et avec Gérard Mestralet, en leur expliquant quel était le but de l'ONG. Ils ont tout de suite, et Isabelle en particulier, qui est aujourd'hui la présidente de l'association, donné leur accord pour soutenir l'association et permettre à nos travaux de se matérialiser. Pierre-Noël, bon, nous on se connaît bien, même beaucoup. Rappelle-nous, et ça je crois que c'est important, l'ADN d'Oscaro. Vous connaissez Oscaro, pièce automobile online, mais en fait c'est plus que ça. L'ADN à la base c'est une restitution, puisqu'on va parler d'énergie, une première restitution, laquelle ? Tu voulais redonner quoi à qui ? Alors d'abord, pour faire le savant 3 minutes, tout le monde pense que l'ADN c'est fixe. Aujourd'hui on sait très bien que notre ADN est modifié par un environnement 15 000 fois par jour. Et l'épigénétique montre que nous sommes des êtres, nous les hommes et les femmes sur cette terre, et surtout les femmes d'abord, qui savons s'adapter. Donc comment est-ce qu'on va adapter l'ADN d'Oscaro à ce qu'on veut faire pour la suite ? C'est cette petite histoire que je vais essayer de vous raconter en quelques mots. Tout part du fait que mon fils qui a 10 ans, il a des poux. Ça part de là l'histoire. Des poux, oui. Des poux. Bon. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était mieux de ne pas avoir cheveux. qu'Oscaro avait un ADN, pas en confondant les poux de mon fils avec l'ADN d'Oscaro, mais on travaille beaucoup en tant qu'entrepreneur avec mon épouse et elle n'aime pas beaucoup s'occuper des poux d'Anton, enfin de Lloyd. Ils en ont 2 en plus. Mais moi je m'occupe beaucoup du petit. Et donc je me suis mis à m'occuper tous les 15 jours d'enlever les poux. Il aime bien avoir les cheveux longs, quoi. Hein, c'est comme moi. Et puis je me suis aperçu qu'au fil des ans, une relation extrêmement forte s'était nouée entre lui et moi, parce que je prenais soin de lui.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Oscaro? Parce qu'au début d'Oscaro, je trouvais que mettre des pièces en vente libre, moins chères, d'origine, avec une immense base de données, avec des technologies incroyables, c'était d'abord pour que les gens, mes cousins, là-bas dans la campagne, les gilets jaunes aujourd'hui, puissent prendre soin d'eux-mêmes, de leur entourage. Apprendre à réparer une voiture, ça n'a rien à voir avec une position économique. Ça a à voir avec prendre soin de soi, interférer avec le monde et avec le réel. Et donc, à partir de là, je me suis mis à découper Oscaro en petits morceaux. Je me suis rappelé que ça voulait dire Open Source Car. Open Source Car, pourquoi? Parce qu'on a été les seuls au monde et les premiers à mettre les bases de données relationnelles en ligne. C'est-à-dire que pour changer un embrayage, il faut savoir sur quelle voiture ça va. Tout ça, c'était bien caché dans des black box par les constructeurs, par tout le cartel de l'automobile. On ne va pas y revenir aujourd'hui. On sait très bien qu'une Twingo en pièces détachées en France, ça coûte 100 000 €. Donc le prix des pièces détachées, c'est un produit de luxe. Les plaquettes de frein, c'est 100 € alors que c'est produit pour 4 €. Donc ce que j'ai fait, c'est donner accès avec la technologie à des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller. 50% des voitures sont dans le rural en France. Hein. Les gilets jaunes sont là pour nous rappeler aujourd'hui qu'il y a une France qui est en train d'être déclassée. Et il faut qu'on, non pas on reclasse le monde, ni la France, mais qu'on redonne du pouvoir aux citoyens et à toute l'humanité. Et je me suis dit qu'au centre de tout ça, au centre de la voiture, il y avait l'énergie, au centre de la cuisine, au centre de la maison, au centre de tout, au centre de l'accès aux soins, au centre de l'éducation avec la lumière, il y a l'énergie. Et donc je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais avoir un impact bien plus important en recyclant l'ADN d'Oscaro pour que tout le monde ait un accès à l'énergie différent. Alors ça, on va y venir. Et comme tu le sais, Jean-Pascal, on a un focus aussi sur l'Afrique. L'énergie est un problème pour tous. Et un problème encore plus dans les villes. On pense qu'une grosse ville mégalopole, ça va permettre d'économiser par la concentration de l'énergie sous ton contrôle. Ça va être exactement le contraire. Et en réalité, ceux qui en ont besoin aujourd'hui pour se développer, éventuellement, n'y ont pas accès. Donc comment, et tu le disais, alors il y a la méthode et il y a l'objectif. La méthode, c'est comment j'arrive à réconcilier des forces aussi difficiles à assembler, on en parlait tout à l'heure, et l'objectif, c'est quoi? Et comment rendre le modèle économique suffisamment tenable pour qu'enfin l'énergie soit accessible à tous. Et tu as 1 minute pour gérer ce qui pourrait faire une journée de conversation. Au moins une journée. Et alors, je vais surtout avoir un énorme problème, c'est parce que pour le décrire, j'ai besoin de mes 2 mains, et si j'utilise mes 2 mains, je ne vais pas pouvoir vous parler. Je vais quand même essayer de le faire. Donc, parmi les travaux qu'on a menés, il y en a. Le premier a été de déterminer, bon, au-delà de la problématique de l'échelle, mais qu'est-ce qui pose autant de problèmes dans l'échelle. Et en analysant en plus en détail, on s'est rendu compte que les services, les technologies aujourd'hui permettent de rendre un service d'infrastructure aux populations qui est beaucoup plus décentralisé. L'exemple typique, c'est le solaire. On passe d'un système très centralisé à des systèmes très décentralisés où le service d'énergie en fait, n'est pas produit très loin et transporté longtemps, mais il est produit immédiatement avec les ressources qui sont là. Mais il y en a tellement à faire en même temps qu'il faut aller chercher des capitaux au-delà de dans des proportions qui sont bien plus importantes que la façon dont on finance les infrastructures aujourd'hui. Et donc, il faut aller sur les marchés de capitaux et plus passer par les banques de développement, ou moins passer par les banques de développement et par les banques de project finance. Et donc là, on se trouve dans une situation, et c'est là que je vais avoir besoin de mes 2 mains, où d'un système qui était aligné entre les grosses infrastructures et les grosses banques, il va falloir aller faire je suis désolé, des choses très petites, très proches du client, mais aller sur des marchés de capitaux très loin de l'autre côté, avec des gens qui s'ignorent complètement. Et donc la question fondamentale que TeraWatt cherche à résoudre, c'est comment on relie en fait ce marché pour que ce marché fonctionne et la notion d'accès est absolument importante pour que finalement tout le monde ait accès aux services d'infrastructure durables auxquels ils ont droit, qui sont prévus dans les objectifs de développement durable, et en particulier pour commencer l'énergie, parce qu'effectivement l'énergie est centrale. Comme disait Aristote, du courage, c'est la première des vertus parce qu'elle permet toutes les autres. C'est aussi vrai de l'énergie parce qu'en réalité, ça permet tout le reste. Et donc, comment on arrive à faire ça? Et parmi ces sujets, les questions qui sont sous-jacentes, c'est quel type de parties prenantes sont impliquées là-dedans et comment, sans
on en aligne les intérêts de la manière la plus intelligente possible pour que chacun y trouve en fait son compte et qu'à la fin, on puisse délivrer sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas avoir de technologie sans énergie, et du coup réciproquement ensuite. Et comment, comme vous l'avez compris, toutes ces conversations ont un temps limité. Il y a un exemple que j'aimerais que tu cites, Pierre-Noël, autour de ces véhicules, puisque finalement aujourd'hui on parle de la production de véhicules électriques. Il y a beaucoup de débats, vous le savez, qui montrent que finalement le bilan carbone de la production d'un véhicule électrique, selon la source d'énergie, même qu'il recharge, est quand même pas super évident. Et toi, tu as une autre idée et tu as travaillé finalement à nouveau sur une restitution, parce que ceux qui peuvent pour moins cher accéder à un véhicule électrique, mais d'une autre façon, c'est une façon que la technologie leur restitue de la valeur et qu'ils le fassent dans des conditions différentes et qui relie ton ADN. Donc on n'échappe jamais au destin qu'on s'est soi-même forgé, mais comment tu fais ça avec ce qu'on peut appeler le rétrofitting, même si tu vas nous expliquer beaucoup mieux que ça? Oui, merci Denis. Donc ça a échappé à personne. Il y a un lien immédiat et fondamental dans toutes nos sociétés entre l'énergie et la politique, et le politique. Tout le monde sait que la Grèce antique s'est construite avec les arbres de l'intérieur de la montagne, donc les doriques et les bateaux des Corinthiens. C'est pour ça qu'on a fait Athènes au milieu et qu'on a construit une grande démocratie. Donc aujourd'hui, la mobilité et l'énergie, elle est toujours au cœur des problèmes politiques de notre société. Pourquoi est-ce qu'on s'est fait la guerre pour le charbon et l'acier? Pourquoi est-ce qu'on fait la paix? Parce qu'on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc l'automobile, après la guerre, c'est ce qui tire tout le monde vers le haut. Le désir d'automobile, tout le monde veut s'endetter, partir en vacances. Il faut construire des routes, il faut construire des voitures, c'est le charbon et l'acier. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Pascal, c'est développer les infrastructures énergétiques partout dans le monde, c'est des trillions de dollars dans les 10 années à venir. C'est les 10 glorieuses devant nous si on s'y met et si on s'aligne. Alors comment est-ce que nous, chez Oscaro ou autour d'Oscaro, comment est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, voilà, en 1950, on construisait 1 million de voitures par an dans le monde. Aujourd'hui, on construit 100 millions de voitures par an dans le monde. Ça veut dire qu'il y a, pour 7 milliards d'habitants, 1 milliard de voitures qui ont moins de 10 ans. La proposition qu'on vous fait, c'est de les jeter à la poubelle pour en construire des neuves. Donc nous, on s'est dit, et si on transformait ces voitures en voitures électriques? C'est extrêmement facile, et on le fait technologiquement aujourd'hui à Grenoble, dans le laboratoire qui s'appelle Oscar Lab. On enlève le moteur thermique, on met un moteur électrique et des batteries modulaires. Et au fond, 80% de l'impact CO2 et autres d'une voiture, c'est la construction de la voiture. Si on n'a pas à la construire, mais juste à la reconstruire, la rétrofiter, eh bien, on a un impact majeur sur la planète et on va faire durer 10 ans de plus les voitures qui ont 10 ans. Et on va commencer par des voitures passion. Il y a bientôt 40 millions de voitures en France. Il y en a bien 1 million ou 2, vous savez, le vieux Defender, la Jeep qu'on aime bien, ou d'autres, qu'on aimerait conserver. Et bien, ces voitures, on va vous proposer, vous tous, là, avec un kit, pas seulement à vous, les gens des beaux quartiers, mais aussi aux gilets jaunes. Dans quelques années, dans quelques mois, on va commencer. On va proposer un kit où vous allez transformer votre voiture en voiture électrique. Et voilà ce qu'on va faire. Non, ça, c'est une très très belle idée. Alors, comme on arrive à la fin, mais on pourra continuer ces échanges pendant le repas après les 2 dernières séquences qui nous séparent de la fin de cette session. Jean-Pascal, qu'est-ce qui nous sépare d'un accès plus démocratique à l'énergie? Alors, je suis désolé, je te pose que des questions qui mériteraient des heures, mais je pense notamment à l'Afrique parce que c'est un continent qui nous est cher et qu'on aborde beaucoup aujourd'hui. On le voit avec SOS Sahel, on en a parlé hier. L'énergie solaire, la pompe à eau, l'irrigation, le planter, faire reculer le désert, tout ça, c'est un impact pour 300 millions de personnes. Donc, comment est-ce qu'on va avancer demain, en quelque sorte? C'est quoi, du coup, c'est quoi ta prochaine étape? Voilà. Alors, 3 ans de réflexion, ça permet quand même de commencer à structurer un peu les choses et de mobiliser un certain nombre les parties prenantes. Tout à l'heure, je parlais d'alignement des parties prenantes pour réussir à délivrer de l'énergie vraiment moins chère pour tous. Et cet impact-là, c'est vraiment ce qu'on vise. Il se trouve que, à force d'exposer cela, 6 pays d'Afrique de l'Ouest ont aujourd'hui, je le dis très sincèrement, le courage de se lancer. Ils l'ont annoncé au One Planet Summit à New York. Ils ont le courage de se lancer dans la mise en place d'un cadre réglementaire commun, un traité, une forme de communauté du charbon et de l'acier, mais maintenant dédiée à l'énergie solaire pour l'Afrique de l'Ouest, qui va leur permettre en fait
de mieux organiser leurs demandes, de mieux peser sur le marché, de pouvoir se procurer de l'électricité solaire beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Et comment on fait ça? Parce qu'en face, on aligne aussi les intérêts des banques de développement qui ont des meilleures façons d'apporter leurs outils d'aide au développement. On peut faire venir du capital privé en equity et en dette, et on arrive à développer de véritables écosystèmes innovants qui permettent de délivrer. Le dernier point qui manque encore à tout ça, c'est que quand on parle d'investissement à cette dimension-là et d'un nombre d'actifs qui se compte en plusieurs millions, qu'il va falloir développer et monitorer sur 20 à 30 ans, on ne pourra pas faire ça avec une feuille Excel. Et la 5e idée de Terawatt, c'est précisément de développer la plateforme technologique qui permet ensuite de faciliter ces processus de telle sorte qu'on ait la capacité à délivrer à très grande échelle ces actifs et ces services d'infrastructure pour tout le monde. Super. En Afrique. Fantastique. Je vous propose qu'on continue cette conversation. Et pour ceux qui voudraient la faire grâce à Allianz et Christian, who is still here somewhere, si vous avez le jeepney qui est dehors, sur lequel vous pouvez prendre des photos très sympas, etc., je vous rappelle que c'était un truc super polluant, rétrofité, et qui est maintenant effectivement avec un modèle de moteur électrique, avec un système qui permet à toutes les communautés en Asie, là où c'était fait pour la première fois, exactement d'être sur votre modèle à tous les deux. Donc merci à tous les deux. Jean-Pascal Pham, Pierre-Noël Luigi Doscaro. Merci beaucoup. À tous.